Investigation a organisé une soirée débat concernant ces jeunes qui partent en Syrie. Alors pourquoi avoir organisé ce débat? Investigation a organisé ça avec les moments concernés, avec l'Association pour une école démocratique, INTAL, une ONG aussi internationale. Mais c'est vrai qu'on a été à l'initiative. Il me semblait très important que le public belge comprenne ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas logique. D'un côté, on a tous nos dirigeants politiques et nos médias qui disent c'est très bien, il faut aller en Syrie, il faut renverser le gouvernement, c'est la dictature en Syrie. Bon, est-ce que c'est la démocratie en Israël, en Arabie Saoudite, au Qatar, etc. Et puis quand il y a des jeunes qui sont partis là-bas et qu'on a poussé à aller là-bas, qui reviennent en disant non, on ne peut pas revenir, c'est des terroristes. Sous-entendu, quoi, allez là-bas, restez-y, mourrez, c'est complètement hypocrite, c'est deux poids, deux mesures. Donc, moi, j'ai été confronté à la douleur des mamans qui ont une angoisse épouvantable. Et je veux dire, mettez-vous à la place d'une maman ou d'un papa, d'imaginer que son gosse de 15-16 ans, il est là-bas. On ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas s'il est mort ou vivant, on ne sait pas les horreurs qu'il voit, dans quel état il revient, s'il y a des fanatiques qui vont en profiter pour le manipuler à cet âge-là. Donc c'était insupportable. Donc je trouvais qu'il fallait faire quelque chose. On a invité les politiques qui n'ont pas voulu participer au débat. Et donc finalement, on a décidé d'inviter des mamans pour témoigner, des avocats, des journalistes et des analystes des médias pour voir si on avait été bien informés, des analystes de la stratégie pour voir comment ça se fait qu'on se retrouve avec une grande alliance là. Les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël, la Turquie, qui combattent contre le gouvernement de la Syrie, et en même temps des jeunes qui partent là-bas en Syrie et qui croient qu'ils combattent Israël ou les États-Unis. Il y a quelque chose qui cloche, donc il faut absolument tirer ça au clair. On a aussi invité des théologiens musulmans pour savoir si vraiment c'est correct de dire que on peut, au nom de l'islam, tuer des non-musulmans ou même des musulmans entre eux, ou s'il ne faut pas, au contraire, développer une politique d'unité, une politique de dialogue, une politique de tolérance et de vie en communauté ensemble. Donc ça nous semblait que toute cette affaire-là, ça faisait le jeu de l'islamophobie, des sentiments racistes contre les Arabes et les musulmans, et donc ça nous semblait vraiment très important. Vous qui êtes journaliste, vous êtes certainement penché sur la question de la Syrie. On se rend compte que c'est un véritable bourbier. Pourquoi les pays extérieurs n'interviennent pas comme en Tunisie ou en Égypte ou en Libye? Mais je pense que, les États-Unis et leurs alliés n'écoutent que leurs intérêts. Et donc, que ce soit une dictature ou une démocratie, ils s'en fichent. Je veux dire, ils ont fait des coups d'État contre Chavez, contre Evo Morales, au Honduras, ils l'ont emporté. Ils organisent des coups d'État un peu partout. Quand il y a eu des élections en Palestine, ils les ont pas reconnus, ils ont bombardé les gens parce qu'ils avaient mal voté. Donc, il faut complètement oublier l'idée que les grandes puissances seraient là pour aider les populations. Kissinger, qui est un des plus importants ministres des États-Unis de l'après-guerre, qui est un des plus grands criminels de l'histoire, puisqu'il a soutenu Pinochet, Mobutu, il a bombardé le Vietnam. Kissinger disait les grandes puissances n'ont pas de sentiments ni de principes, seulement des intérêts. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et moi je pense que c'est aux Syriens à régler le problème de la Syrie. Je pense que ce régime doit se démocratiser, qu'il doit y avoir un dialogue, que la violence n'est pas la solution, surtout quand l'Arabie Saoudite et le Qatar viennent là pour contrôler les richesses, pour contrôler le gaz, il faut dire les choses, appeler les choses par leur nom, et pour faire une alliance avec Israël pour dominer toute la région. Donc je pense que les peuples arabes et musulmans ont intérêt à voir qui veut les diviser et à s'unir plutôt contre les États-Unis et leurs alliés. Donc ça, c'est ma position personnelle. Je pense qu'on doit faire un effort d'analyse, d'étude sur pourquoi les États-Unis veulent diviser tous. Ce n'est pas une question de musulmans ou de telle ou telle région. Ils font la même chose en Amérique latine ou en Afrique. Oui, mais en attendant, il y a un peuple qui meurt. Lui, qui peut l'aider et qui peut le sauver?
Que peuvent faire les Occidentaux ici qui voudraient se sentir utiles, comme ces jeunes voudraient se sentir utiles et qui partent, d'autres personnes voudraient se sentir utiles. Est-ce qu'il y a lieu de les aider ou pas? Écoutez, il y a deux oppositions en Syrie. Il y a une opposition qui trouve qu'il faut changer les règles du jeu, que le pays doit se démocratiser, mais qu'il ne faut pas faire la guerre civile. Je pense que la guerre civile n'est pas une solution et il faut se demander, ceux qui font la guerre civile avec des atrocités que tout le monde a vues, est-ce qu'ils le font parce que vraiment ils se battent pour un idéal ou est-ce qu'ils le font pour aider les grandes puissances, les monarchies, les États-Unis à contrôler la région? Moi, je n'oublie pas que la Syrie est un pays qui a toujours résisté à Israël. Donc, je n'accepte pas que l'Arabie saoudite ou le Qatar ou la Turquie qui travaillent avec Israël viennent dire on va amener la démocratie en Syrie. Là, je pense que tout le monde se fait manipuler. Je pense que si on met les grandes puissances de côté, on va pouvoir dialoguer entre Syriens et entre gens de bonne volonté, parce que oui, il faut la démocratisation. Mais croyez-vous une seconde que les États-Unis, ils veulent vraiment démocratiser un pays quelque part? Les États-Unis non, mais le peuple lui-même. Vaut mieux un Bachar dictateur et qui fait face à Israël ou une révolution pour qu'un peuple puisse gagner une liberté? Moi, je ne prétends pas savoir ce que les Syriens veulent et je me méfie quand on me dit les Syriens et surtout quand ce sont les médias occidentaux qui nous ont menti, je vous rappelle, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan, sur la Palestine, sur le Congo, sur le Vietnam, sur Chavez. Ils nous mentent tout le temps et là, je devrais les croire? Non, je suis quand même un petit peu plus méfiant. Après, qu'est-ce que vous pensez de cette étude, de ce sondage qui a été publié par l'OTAN et rapporté dans la presse des États-Unis, comme quoi actuellement 70% des Syriens soutiennent Bachar, 10% soutiennent l'opposition et 20% ne savent pas. Et qu'en fait le soutien à Bachar a remonté parce que les gens craignent le chaos, parce que les gens craignent que le pays soit entraîné dans une guerre civile confessionnelle. Et donc ils se disent, bon c'est un dictateur, mais on préfère quand même un peu de sécurité et de stabilité plutôt que le chaos de la guerre civile. Qu'est-ce que vous pensez de cette statistique-là? Qu'est-ce que vous pensez de ce dirigeant de la rébellion à Alep, je pense, qui disait, le problème que nous avons ici, c'est que la population est avec le régime et pas avec nous. Donc, qui peut savoir exactement ce que les Syriens dans leur ensemble veulent? Qui peut parler à leur place? Et si on les laissait juste décider entre eux ce qu'ils doivent faire sans ingérence extérieure? Quelle serait la suite de ces événements et est-ce que vous pensez que ce conflit syrien pourrait engendrer une guerre mondiale? C'est très clair, ça a été bien expliqué ce soir par Mohamed Hassan et c'est ce que je pense aussi. Pour comprendre cette guerre, vous devez voir qui l'a préparée et depuis quand. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France la préparent depuis au moins 2 ans et en fait même beaucoup plus. Vous avez des déclarations qu'il faut abattre la Syrie bien avant la première manifestation. Donc vous voyez, il y a un plan. Alors les manifestations démocratiques sont légitimes. Le problème, c'est qu'elles ont tout de suite récupéré et qu'on provoque l'escalade avec des armes, qu'on provoque l'armée à commettre des choses pour justement avoir l'escalade et justifier une intervention. Donc je pense que effectivement, on attaque la Syrie, demain on attaquera le Hezbollah et les Palestiniens. C'est quand même, on sait ça, que les États-Unis et leurs alliés veulent écraser les Palestiniens. Et en fait, ils veulent écraser les Palestiniens, le Liban, la Syrie et après c'est l'Iran. Et après, c'est dominer la Chine, c'est la Russie, dominer l'Asie, c'est la Russie, c'est la Chine. On doit toujours analyser une guerre des États-Unis, même s'ils sont plus discrets ici, on doit toujours les analyser du point de vue du cadre mondial global. Les États-Unis n'ont pas de principes, n'ont pas de sentiments, ils ne poursuivent que leurs intérêts. Et nous ne pouvons quand même pas marcher avec les États-Unis et leurs alliés. Ce n'est pas une bonne solution pour les peuples. Concernant les parents, vous les avez interrogés. Quel est leur sentiment et qu'attendent-ils réellement? Écoutez, oui, je travaille avec des parents et là, à l'instant, il y a un papa qui est venu me trouver en disant mon fils est mort là-bas. Merci pour cette soirée. Ça m'a aidé à ce qu'on voit qu'on en fait quelque chose, que c'est utile et que vous essayez de faire quelque chose pour trouver des solutions. Donc vous voyez, en tant que père qui a beaucoup souffert aussi, c'est quelque chose qui me touche terriblement. Moi, je me mets à la place de ces gens. Ici, en Belgique, on les voit. En Syrie, il y en a plein. De tous les côtés, dans tous les camps. Et pour moi, une victime, c'est une victime et je veux que ça s'arrête. Donc, je trouve qu'il faut absolument mettre fin à la violence. Il faut absolument le dialogue, des réformes, des élections
Et il faut que les États-Unis, Israël, le Qatar cessent de s'en mêler parce qu'ils ne sont pas une solution, ils sont le problème. On ne peut pas arriver à une solution avec ces gens-là. Est-ce que la communauté musulmane ici, elle a un devoir vis-à-vis de ces jeunes? Évidemment, la communauté musulmane, mais tout le monde. Je ne pense pas qu'on doit dire le problème des jeunes musulmans, c'est la communauté musulmane. Non, moi je suis laïque, c'est mon problème aussi, c'est le problème de tout le monde. Maintenant, vous avez raison de soulever la question, est-ce que les musulmans parlent assez? Est-ce qu'ils se font assez entendre? Est-ce qu'ils interviennent assez dans le débat? Je sais qu'il y a ce racisme anti-musulman, je sais qu'il y a cette islamophobie qui fait qu'on suspecte les musulmans et donc on veut en faire des citoyens de seconde ou de troisième zone. Mais là, justement, c'est leur responsabilité de ne pas accepter ça. Il y en a qui le refusent et qui parlent. Je crois que tout le monde doit parler. Vous savez, les musulmans, il y a des choses qu'ils savent bien et qu'ils peuvent apporter. Les musulmans, la propagande sur Israël, ça marche pas. Ils savent très bien que c'est du bidon. Mais qu'ils le disent aux Belges, aux Français de souche, qu'ils discutent au travail, à l'école, dans la rue, avec les copains, qu'ils le disent, qu'ils leur disent que dans nos médias, on ment sur Israël, qu'on ment sur ce que les États-Unis font au Moyen-Orient. Et ça va déjà être le début d'une solution. La solution, c'est pas qu'on part tous là-bas pour essayer d'arranger. C'est pas notre pays, on connaît pas la situation, c'est pas à nous à décider ce qu'ils doivent faire. Mais ici, oui, on a un devoir d'information et de débat. Il faut profiter de toutes les libertés qu'on a. Et de toute façon, vous savez, les libertés, ça s'impose. La liberté d'expression qu'il y a ici pour le moment, en Belgique, en France, etc. C'est pas tombé du ciel, c'est pas un cadeau qu'on nous a fait. Ça a été arraché par les luttes de nos parents, de nos grands-parents. Donc c'est justement en utilisant notre liberté d'expression qu'on la défendra. Quelle a été votre intervention aujourd'hui? Alors moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, eux, ils sont victimes de la propagande de nos médias. Nos médias expliquent à longueur d'émissions qu'il y a les gentils, les bons, les rebelles, et qu'il faut les aider. Et d'autre part, il y a les méchants, le régime d'Assad qu'il faut combattre. Et donc ces jeunes innocents, ils croient ce qu'il y a dans les médias et donc ils se précipitent pour aller aider les gentils, les humanitaires. Et dans les témoignages des mamans, on entend vraiment que, effectivement, il y a beaucoup de ces jeunes qui croient aller soutenir une cause humanitaire. Alors la réalité est tout à fait différente, évidemment. C'est que là-bas, comme dans n'importe quel conflit, il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, ce qui serait beaucoup plus simple, mais qui n'est pas réaliste. Et en réalité, il y a les mêmes exactions qui se passent des deux côtés, il y a des atrocités qui se passent du côté des rebelles aussi, l'utilisation de toutes les armes possibles et imaginables. Et donc, ces jeunes qui, par idéalisme, croient ce que distillent les médias et partent là pour faire de l'humanitaire, ils peuvent se retrouver avec bien des assassins. Alors vous dites qu'il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Ce qui reflète effectivement dans les médias, c'est que Bachar al-Assad est un dictateur qui a pris les armes contre son peuple. Alors, selon les moments, la presse occidentale présente Bachar el-Assad ou précédemment son père comme quelqu'un de monstrueux ou comme quelqu'un de très fréquentable. Donc son père était monstrueux en 1988, puis lorsqu'il y a la guerre contre l'Irak, voilà qu'il se déclare solidaire de l'Occident contre l'Irak. Et à ce moment-là, on ne va plus du tout parler du régime irakien, on ne va plus parler de son manque de démocratie, on fait le silence complet sur ce qui se passe en Syrie. Et puis, quand on a de nouveau des intérêts supérieurs à envenimer la situation, on va ressortir le fait que c'est un régime peu démocratique, etc. Est-ce qu'on parle du manque de démocratie au Qatar? Est-ce qu'on parle du manque de démocratie en Arabie Saoudite? Bon, on n'en parle pas parce qu'on a des intérêts économiques avec ces pays. Et il n'est pas question de partir faire une croisade au Qatar ou en Arabie Saoudite contre ces régimes qui ne sont
pas du tout démocratique, encore moins, si possible, que le régime de Bachar el-Assad, qui au moins est un régime relativement laïque et relativement tolérant au point de vue des différences religieuses. Qu'est-ce qui a fait que les régimes tunisiens, égyptiens et libanais aient tombé aussi rapidement et qu'avec Bachar el-Assad, le printemps arabe apparemment ne fleurit pas? Alors, ça dépend ce qu'on appelle tomber. Oui, il y a eu un changement de régime à la tête de l'État égyptien, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un changement fondamental? Ça, c'est encore à voir. Disons que oui, un gouvernement a succédé à un autre, mais je ne pense pas que la démocratie soit dans la rue aujourd'hui en Égypte. Je ne pense pas que la tolérance religieuse soit dans la rue en Égypte. Et dans le cas de la Syrie... Mais en tous les cas, ils ne subissent plus de répression de la part de dictateurs. En Égypte, je ne suis pas du tout sûre que le régime soit démocratique, mais en Syrie, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a un certain appui populaire. Ça peut sembler drôle, on va réduire ça à une histoire de clan, c'est son clan qui le soutient. Mais non, il y a une partie de la population qui préfère Bachar el-Assad à l'inconnu des rebelles, parmi lesquels il y a des gens très peu fréquentables. Comment peut-on expliquer que les puissances internationales n'interviennent pas comme elles l'ont fait dans d'autres pays ? Alors, les États-Unis ont déjà un problème avec l'Afghanistan qui n'ont toujours pas pacifié. Ils ont un problème avec l'Irak qui n'est pas terminé. La Libye, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. Et donc, ce serait ouvrir un nouveau front. C'est assez dangereux. Et donc, les États-Unis n'interviennent que par mercenaires interposés. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt l'Europe qui propose de fournir des armes aux rebelles, les aider, etc. Mais pas une intervention directe. C'est un conflit qui paraît très compliqué. Est-ce que vous pensez que ce conflit pourrait déclencher une guerre mondiale ? N'exagérons pas, mais on ne sait jamais quelle est l'étincelle qui peut déclencher un conflit plus général. Disons que la Chine, la Russie soutiennent le gouvernement syrien et que de l'autre côté, eh bien, ce sont les Occidentaux certainement qui soutiennent ceux qu'on appelle, pour les rendre sympathiques, les rebelles. Ça les rend sympathiques aux yeux notamment des jeunes, mais il faut voir si tous les rebelles sont sympathiques. On m'a posé des questions assez classiques, mais quand même, je pense, intéressantes pour les gens qui ne sont pas initiés. Qu'est-ce que c'est le terrorisme ? Est-ce que le fait d'aller combattre en Syrie ou dans tel et tel pays, Libye, Irak, Afghanistan, Mali, est-ce que c'est pareil aux yeux de la loi ou aux yeux de la politique des poursuites du gouvernement belge en matière de terrorisme ? On m'a demandé si tous les gens qui étaient des terroristes aux yeux de la loi étaient poursuivis. Par exemple, est-ce que les gens qui se battent comme mercenaires aux côtés de l'armée américaine sont aussi poursuivis, ou est-ce que c'est que les jeunes de Molenbeek ? Quelle est la définition du terrorisme, etc., etc. Ce genre de questions-là. Nous avons entendu le témoignage de certaines mamans qui étaient en détresse. Alors, côté loi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces mamans ? Y a-t-il quelque chose de prévu ? Ah non, strictement rien, à part emprisonner leurs enfants, il n'y a rien de prévu. En fait, c'est très facile, hein. Il suffit, mais là c'est au niveau de la politique étrangère, il suffit de demander par les canaux diplomatiques aux États-Unis d'intervenir, de localiser les jeunes et de les rapatrier. Ça peut être fait en 24 heures. Je rappelle que le cher Bassam est en capacité de le faire aussi, mais que du côté du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères belge, on ne veut pas intervenir auprès de l'État turc qui ne veut pas le laisser passer pour transiter jusqu'en Syrie. Donc nos ministères ne veulent pas intervenir pour rendre l'opération possible, tout simplement
parce que, étant donné qu'on en a fait à tort un terroriste pendant des années, on serait assez mal pris de l'accueillir en héros, et aussi parce que je pense que les cabinets ministériels ne veulent pas montrer qu'une personne particulière puisse obtenir de meilleurs résultats que les cabinets en question qui, leurs résultats sont absolument nuls et pathétiques, quoi. Donc en dehors de la proposition de Hayashi Bassam, il n'y a pas d'autre solution que pour aller récupérer ces jeunes là-bas? Si, je vous dis, on peut les localiser et aller les chercher. Il y a des militaires américains sur le terrain, mais on ne souhaite pas le faire. À mon avis, pour alimenter un climat d'angoisse dans la population belge, disons, authentique, si vous me permettez ce mot-là. Comme ça, on dit, il y a des jeunes et tout qui combattent là-bas, et quand ils vont revenir, ce seront des enfants soldats psychotiques qui risquent de faire un carnage dans les rues, ce qui, à son tour, permet de justifier l'adoption de lois et de mesures pseudo-antiterroristes pour conjurer soi-disant ce péril-là. Et enfin voilà, c'est toujours la manipulation à tous les étages, on le sait. أنا الدكتورة بيسان أحمد، الشاعرة بيسان أبو خالد. أقيم في بلجيكا منذ 13 عام، عملت في أمريكا 5 سنوات. أنا فلسطينية ومولودة في سوريا. ما قولك اليوم في هذا الاجتماع اللي صار هون؟ والله أنا جدا جدا سعيدة في هذا الاجتماع، وخصوصا أنا أعرف الجهد الذي يعني عناه السيد ميشيل كولون لعقد هذا المؤتمر، والتجاهل السياسي والإعلامي الذي حاول الكثير من السياسيين في هذه البلد لتجنب التحدث حول هذا الإشكال. ما قولك في هذا الصراع اللي صاير في سوريا؟ أنا أعتقد أنه هذا الصراع معقد وأعقد بكثير من أن أستطيع أن ألخصه. أعتقد أن هناك طبعا ثورة من الناس احتجاجية، ولكن استثمرت بطرق عديدة ومشبوهة، وهناك مؤامرة كبيرة وإمبريالية أيضا ضد هذا البلد. ومن الطرف الآخر، هل هناك طرف آخر من طرف جهة أخرى من الإمبريالية؟ والله هناك أطراف كثيرة، ولا يخفى عليك ما ترجم من فضائح ويلكس من هذه البرقيات، حيث رتبت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية منذ أزمنة لدعم قوى كثير، ولا تزال طبعا لدعم الكثير من الجهات المشبوهة، ولكن لا ينفي وجود المناضلين الحقيقيين على هذه الأرض لتغيير كما يحلم أي من الوطن العربي من المحيط إلى الخليج لتغيير هذه المنطقة بالشكل الذي حلم به الإنسان العربي. وما قولك في تدخل إيران وحزب الله في هذا الصراع؟ حقيقة يعني التدخل المباشر لحزب الله كان مخيبا لكثير من الناس، ولكن نهاية أنا لا أستطيع أيضا أن أقيم تماما هذا التدخل، لأنه من المقصود أيضا إنهاء حزب الله لإنهاء المقاومة العربية ضد إسرائيل، ولكن الكثير لم يتوقع من الناس، لم يتوقع التدخل المباشر لحزب ثوري تماما مع يعني نظام. وإيران ما هي تدخلاتها هون؟ إيران أستطيع أن أقول يعني أن إيران هناك الحقد يعني الفارسي الدفين لإيران، وطموحات التركية لبناء إمبراطورية عثمانية، مسألة تاريخية يعني أعقد من يعني التي تلقي بظلالها على هذه المرحلة أيضا. وما هو الحل حسب رأيكم؟ الحل أعتقد هو التواصل والحوار، وفتح كل آفاق إمكانية التغيير. طبعا لا أعرف إذا كان فات قطار الحوار بعد هذا العنف والدم الذي سفح في سوريا، ولكن أنا مؤمنة أننا دائما كشعوب عربية قادرين على التواصل، وأننا حية قادرين دائما أن نخلق حلول، وأن نتوحد دائما ضد النفق الأخير لهذا الممر لهذه الأمة لتفتيتها إلى دويلات وتجزئة التجزئة. Quelle est votre position, vous, en tant que président de l'exécutif des musulmans de Belgique?
En fait, en tant que l'institution, bien sûr, on est interpellé concernant ce départ des jeunes en Syrie et nous avons fait un communiqué de presse pour condamner ce départ parce que cela, c'est-à-dire ce départ, ne contribue à rien pour résoudre le problème. Au contraire, ce départ des jeunes des pays d'Europe aggrave encore la situation parce que déjà on constate l'intervention, l'influence, les alliances entre les pays, etc. que ces alliances, c'est-à-dire ces interventions internationales, la politique internationale, n'apportent rien pour résoudre le problème en Syrie. C'est-à-dire à part du peuple syrien, tout le monde parle, mais c'est un peuple qui s'étouffe, c'est un pays qui est détruit en fait. Alors vous condamnez parce que les jeunes ne connaissent pas les conditions du djihad ou vous condamnez parce que c'est vraiment inconscient ce qu'ils font puisque la communauté internationale ne fait déjà rien? Il y a plusieurs motifs en fait pour ces jeunes, je pense. Je crois que des chercheurs, des professeurs, ils doivent faire des recherches approfondies pour mieux connaître les motifs qui poussent ces jeunes pour partir en Syrie. Bien sûr, il y a le motif de base, c'est pour aider ses frères, faire peut-être la guerre sainte, le djihad, mais religieusement parlant, il est inacceptable qu'on part pour tuer son frère. Donc, il y a aussi d'autres motifs, par exemple, peut-être la recherche d'identité des jeunes, peut-être le problème économique, le problème familial, même le problème ou le sentiment plutôt du rejet dans la société où ils vivent. Donc il y a plusieurs éléments. Quand il y a un événement social, on ne peut pas dire que voilà, tel motif est la seule raison de ce problème. Il y a plusieurs motifs qui encouragent peut-être ces jeunes, mais c'est un problème pour les jeunes. Je crois qu'il y a un vide dans la communauté et ce vide, malheureusement, est rempli par des discours extrémistes. C'est ça le problème à mon avis. Si on n'encadre pas nos jeunes, notre jeunesse, ben je crois qu'ils seront peut-être manipulés par des discours un peu déplacés et extrémistes. Alors à votre avis, que faudrait-il faire? Que devraient faire les jeunes qui voudraient se sentir utiles pour la cause syrienne? À partir d'ici, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils doivent montrer leurs utilités par des moyens par des comportements pacifiques. On peut soutenir par exemple par d'autres moyens. On n'est pas obligé de partir vraiment là-bas pour faire la guerre sainte parce que déjà ils sont utilisés par des gens qui sont déjà là. Donc les demandes légitimes et démocratiques du peuple syrien s'est transformé un peu en un conflit international. C'est ça qui est inacceptable. Donc ces jeunes-là doivent trouver des moyens pacifiques vraiment pour aider ce peuple, pour influencer, je dirais, la politique, les politiciens, etc. Qu'est-ce que vous pensez que l'exécutif des musulmans de Belgique pourrait faire pour contribuer à raisonner ces jeunes? En tant que l'institution, nous sommes responsables du temporel du culte. Nous travaillons pour réussir l'institutionnalisation de l'islam en Belgique. Je crois que si ces jeunes sont encadrés par leur famille, par leur communauté islamique, par les pouvoirs, par notre institution, par les imams, etc. Donc, je crois que ils vont pas avoir des comportements comme ça. Je pense qu'ils sont un peu délaissés et ces jeunes,
ils cherchent, en fait, ils recherchent un peu leurs identités, vu la montée de l'islamophobie, vu la mauvaise présentation de l'islam avec le terrorisme, etc. Vu le sentiment de rejet dans la société, ben, ces jeunes, ils essaient un peu de donner le message, voilà, nous sommes là, nous, en tant que musulmans, voilà, nous servirons à quelque chose, en fait. Voilà, nous avons rencontré des parents qui étaient totalement en détresse. Est-ce que vous avez un message pour eux? Parce qu'ils disent n'avoir trouvé personne autour d'eux pour les aider ou pour les orienter. Moi, il y a en fait un message à donner à tout le monde. Il y a le message donné à ces jeunes-là qu'ils doivent se référer aux sources de l'islam, le Coran, le hadith et la vie exemplaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour mieux apprendre, pour mieux connaître l'islam. Ça, c'est un message pour les jeunes. Alors pour les parents aussi, il y a un message que ce n'est pas seulement à partir de 16 ans, de 18 ans qu'on doit essayer de récupérer nos jeunes. C'est à partir de 5 ans, de 6 ans qu'on doit suivre, c'est-à-dire la formation, l'éducation de nos jeunes, de nos enfants. Mais parfois, les parents, ils tombent dans cette erreur. Parfois, on laisse voilà, pendant toute leur jeunesse, et quand il y a un problème, on essaie de les récupérer. Donc, ils doivent faire attention à l'éducation, à la formation de leurs enfants à partir de leur naissance. Même les pédagogues, ils disent que même à partir de la grossesse, l'éducation de l'enfant commence. Alors, il y a un autre message à donner. Bien sûr, les parents doivent veiller avec qui leurs enfants se fréquentent. En fait, dans quel milieu il se fréquente, dans quel discours il suit. Est-ce qu'il passe tout son temps devant l'ordinateur, en fait, sur Internet, etc. Tout ça forme malheureusement les jeunes. Au lieu que les parents, la communauté, les mosquées, les instances forment, éduquent nos jeunes, ben, ces jeunes sont éduqués, sont formés au point de vue religieux par des gens vraiment qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas le cadre de l'islam, qui ne connaissent pas le vrai message de Dieu. Il ne faut pas oublier que le vrai message de Dieu est de créer la paix dans le monde. Pas seulement chez l'individu, pas seulement dans la famille, pas seulement dans la société où on vit, mais dans le monde. Voilà le message de Dieu. Donc, c'est ce que je peux dire comme message. Qu'avez-vous pensé de l'intervention de ce soir, ces jeunes qui partent en Syrie, que peut-on faire? Tout d'abord, j'aimerais préciser que je suis venue dans le cadre d'un projet qui donne la parole aux jeunes, justement sur les jeunes qui partent en Syrie. Donc, je ne suis pas venue seule, on est venu avec un petit groupe. Et donc nous, notre but premier, c'était vraiment de savoir un peu plusieurs points de vue sur ces jeunes qui partent et pourquoi ils partent, parce que c'est vraiment la question qu'on se pose pendant cette semaine. Et nous, la réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hors-sujets en fait. On n'a pas eu beaucoup d'infos par rapport à ce que nous voulions avoir, et surtout par rapport au titre qui était mis, donc le débat, les jeunes qui partent en Syrie, pourquoi. Et aussi le terme débat, je trouve qu'il n'a pas été respecté, parce qu'on avait vraiment beaucoup d'interrogations. On pensait que ça allait être plus interactif, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais sinon, on a appris des choses dans le sens où on a pu voir d'autres opinions et des choses par rapport auxquelles on n'est pas forcément d'accord, malgré qu'on soit jeune et qu'on ne connaît pas beaucoup de choses, mais quand même on essaye. Et voilà, il y a plein de choses qui ont suscité beaucoup d'interrogements en nous, de questionnements. Mais en fait, là, c'est trop, on parle trop de la situation là-bas et tout. Si vraiment on s'intéresse aux jeunes, plus revenir, voilà, les jeunes, d'où est-ce qu'ils viennent, c'est quoi leur conviction. Parce que voilà, nous, ce qu'on se dit, c'est que s'ils partent vraiment pour Dieu et que voilà, ils sont majeurs et qu'ils ont la conviction que eux, ce qu'ils font, voilà, c'est pour Dieu. Et donc, il n'y a rien de mal. En tout cas, nous, pas toutes, mais par quelques-uns à nous, on se dit que voilà, quand on fait quelque chose pour une conviction et pour le bien, on ne peut pas revenir mauvais. Même si on revient, on ne peut pas revenir avec des envies de meurtre ou des envies de... en tant que terroriste, pas du tout. C'est des jeunes qui vont pour aider. D'ailleurs, la maman le dit très bien dans l'interview anonyme, que son jeune, c'est quelqu'un d'empathique qui, déjà avant de partir, s'interrogeait sur la misère en Belgique et tout. Et il s'est senti limité en Belgique et voilà, il a voulu partir et...
Voilà, pour moi, c'est vraiment s'interroger sur ces jeunes et ne pas directement les mettre dans des cases de terroristes ou parce qu'ils partent en Syrie. Et puis comme l'a très bien dit Yarkoub Mahi, c'est que c'est facile de dire ça quand c'est la Syrie, mais quand c'est pour aller en Israël ou autre, là on dit rien. Enfin, voilà, nous c'est plein de choses comme ça. On se remet vraiment beaucoup en question par rapport aux médias et même par rapport à certaines personnes qui ont parlé aujourd'hui. On n'est pas tout à fait d'accord et on se demande vraiment quelles sont leurs sources et voilà. Je suis venue à la conférence parce que je m'intéresse à tous ces jeunes qui sont partis en Syrie, de connaître le pourquoi du comment de leur départ en Syrie. Et voilà, donc je suis venue pour cette raison-là. Et que pensez-vous de cette conférence ? Je suis vraiment déçue parce que le titre c'était « Les enfants en Syrie, les parents ». Bon, on n'a déjà pas vu les parents, les solutions pour que les enfants reviennent, on n'en a pas. Par contre, ce qu'on a eu, c'était répétitif, à un moment je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas ? Ou vraiment c'était des discours pro-Bachar d'un intervenant à l'autre, à part Yarkoub Mahi qui lui a été très objectif et très direct sur certaines choses. Mais tout le reste, j'étais vraiment surpris qu'on ait utilisé les enfants pour faire une conférence de pro-Bachar. En fait, on criminalise les résistants et on rend presque pro-Bachar quelqu'un de merveilleux. On devait normalement avoir un débat, des questions-réponses, les questions sont passées à la trappe. On dit oui, on n'a pas le temps, il y a beaucoup d'intervenants. Je pense qu'au départ, ils savaient qu'ils avaient beaucoup d'intervenants, donc à eux de s'organiser en fonction qu'on puisse aussi intervenir. Pour moi, il a fait les médias mensonges, c'est normalement censé être quelqu'un d'ouvert, censé être quelqu'un qui cherche la vérité, quelqu'un qui est objectif et qui écoute tous les côtés et qui se fait sa propre opinion. Là, on a vraiment été comme dans un couloir où il n'y avait pas de porte, on était vraiment dans une ligne droite et on ne devait pas penser ailleurs, donc vraiment être dans la ligne pro-Bachar. Et je suis désolée, les gens ne sont pas tous pro-Bachar, qu'il y en a qui le sont, c'est leur problème, mais là je suis assez déçue.